En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Quand la radio a-t-elle été fondée ? Alors Radio Courtoisie a été fondée en 1987 et c'est donc la pionnière de ce qu'on appelle aujourd'hui les médias alternatifs. Avant elle, il n'existait pas de radio associative de droite et elle est née en fait dans ce contexte d'émergence des radios libres qui étaient généralement de gauche. Alors le principe de base de notre radio, c'est précisément l'indépendance d'esprit, l'ouverture à toutes les droites et l'indépendance absolue, notamment vis-à-vis de la publicité et des subventions. C'est la raison pour laquelle nous ne vivons que des dons de nos auditeurs et que nous refusons précisément la publicité. C'est la raison pour laquelle on vous appelle ce mois-ci à participer activement au marathon du don pour aider Radio Courtoisie à continuer ses émissions. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à notre invité du jour, Nicolas Conquer, le porte-parole de Republican Overseas qui représente donc le parti de Donald Trump en France. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors on va parler de cette affaire Hunter Biden puisqu'elle secoue les États-Unis et forcément elle fait parler un peu aussi en France. L'idée c'est quand même qu'on a un président des États-Unis en place qui choisit de gracier son fils. Alors le profil forcément du fils en question, Hunter Biden, choque déjà. Les accusations à son encontre sont assez lourdes. On parle de fraude fiscale, de détention illégale d'armes à feu. Est-ce que vous pourriez commencer par nous en dire plus, Nicolas Conquer ? Alors tout à fait, donc on a Hunter Biden qui est donc le fils de Joe Biden. Hunter Biden, il a 56 ans, il est connu pour ses phrases, ses addictions dont il se serait remis, donc on peut avoir une certaine forme de compassion vis-à-vis de lui, mais il y a quand même des charges pour lesquelles il a été poursuivi. Vous les avez citées. Et là, Joe Biden, qui est le président malheureux, le lame duck, c'est-à-dire qu'il n'a pas été réélu pour un deuxième mandat, il est sur le point de quitter la Maison-Blanche. Dans 50 jours à peine, ça sera Donald Trump qui sera de retour aux commandes. Et Joe Biden vient de donner une grâce présidentielle à son fils. Donc ça, c'est une disposition constitutionnelle qui est prévue, qui est absolue et discrétionnaire. Donc il peut choisir à qui et ce que ça va couvrir. Mais tant le timing que le spectre de cette grâce présidentielle est assez, pour me dire le moins, scandaleuse. Parce que déjà, un, c'est son propre fils. Deux, c'est pour des affaires qui sont en cours, mais même des affaires potentielles qui se seraient déroulées dans les 11 dernières années. Du 1er janvier 2014, timing opportun et on en reparlera, jusqu'au 1er décembre 2024. Donc toute cette couverture, déjà 10 ans, 11 ans, c'est excessivement large, et ça couvre l'ensemble des faits qui sont déjà soit poursuivis, soit qui pourraient l'être. Donc c'est véritablement scandaleux parce que ça intervient à une phase dans laquelle, à de nombreuses reprises depuis plusieurs mois, Joe Biden et différentes personnes à la Maison-Blanche et les démocrates disaient « Mais non, Joe Biden laissera faire la justice, personne n'est au-dessus de la loi, non, je ne gracierai pas mon fils, non, je ne gracierai pas. » Enfin, on a déjà vu ça, les yeux dans les yeux, je vous dis que je ne gracierai pas mon fils. Et là, il le fait. Et en plus, en voulant invoquer que ce serait une certaine forme de justice politique, qu'il était pris à partie, alors qu'en fait, il y a différentes choses pour lesquelles il a déjà été poursuivi, il est reconnu coupable, mais il y a des choses beaucoup plus graves qui n'ont pas encore été évoquées. Et de toute manière, et le fin mot là-dessus, et je vous laisserai rebondir, mais c'est que ça ne me surprend juste pas du tout. On le savait délibérément, je ne suis même pas surpris, je suis juste choqué que ça soit fait avec autant d'assurance et d'aplomb de la part de Biden et que ça en appelle peut-être d'autres des pardons qu'il va y avoir d'ici sa sortie de la Maison-Blanche. Et surtout, la conséquence, c'est que ça donne vraiment une carte blanche et un feu vert absolu à Donald Trump pour gracier absolument qui voudra durant son mandat. Joe Biden, lorsqu'il expliquait qu'il ne gracierait pas son fils, on comprend qu'il avait la volonté de s'afficher comme un président juste, qui respectait les institutions. Là, il a conscience désormais que de toute façon, il est hors jeu. Est-ce qu'il agit comme ça parce qu'il n'a plus rien à perdre ? Et dans ces cas-là, est-ce que c'est pas égoïste ? Et est-ce qu'il pense aussi à l'avenir des démocrates ? Alors, s'il pensait à l'avenir des démocrates, sans doute qu'il n'aurait pas fait ça. Je vais commencer par ça, parce que là, clairement, ça va avoir une onde de choc assez retentissante. Et je vais vous dire, je ne pense rien de moins que ça peut entacher durablement la crédibilité des démocrates et voire même leur coûter les élections de mi-mandat. Je vais vous faire juste une parenthèse historique, mais c'est que quand Gerald Ford amnistie Richard Nixon à la suite du Watergate, il lui donne un pardon présidentiel, mais ça lui coûte sa réélection par la suite. C'est des choses qui, dans l'opinion, sont vraiment considérées comme étant une atteinte forte un peu au jeu de la justice et à ce qu'aux États-Unis, surtout, il y a personne qui soit au-dessus de la loi. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est surtout, et il agit dans ce sens parce que lui-même s'est fait évincer en fait de la course à la présidentielle
présidentielle. Donc, est-ce que c'est une certaine forme de, encore une fois, allez, après moi le déluge? Ça, c'est la première question. Donc, c'est d'une certaine manière, est-ce que ça a plus bénéficié à Trump et aux républicains que à Hunter Biden, qui fera sans doute pas de peine de prison? Je pense aussi que Joe Biden cherche lui-même à se couvrir à travers la grâce présidentielle qu'il donne à Hunter Biden, son fils, parce qu'il y a de nombreuses affaires qui ont déjà été révélées, plusieurs témoins qui sont sortis et qui ont avoué que des partenaires, des associés de Hunter Biden, que Joe Biden servait un petit peu de couverture. La marque de fabrique Biden était très vendeuse, et donc on pourra le dire également dans les rôles que Hunter Biden, en apportant aucune expérience et expertise autour de la table, a pu travailler et être payé grassement par des boîtes dans l'énergie en Ukraine, typiquement. Alors justement, on va parler de ça, puisque vous l'avez dit, cette grâce présidentielle, elle court du 1er janvier 2014 au 1er décembre 2024, période durant laquelle Hunter a siégé au conseil d'administration de Burisma Holdings, qui est l'un des plus grands producteurs privés de gaz naturel en Ukraine. Il avait alors été accusé de corruption lorsque Joe Biden était vice-président des États-Unis. Est-ce que Joe Biden, au-delà de ses intérêts de père et de ses sentiments que l'on peut imaginer, il n'y a pas la volonté aussi, lui, de sortir la tête haute et puis de s'épargner des procès à répétition, puisque Donald Trump lui-même a affirmé qu'il ferait la chasse justement à ses ennemis de l'intérieur une fois au pouvoir? Alors, tout d'abord, on va rappeler que les démocrates eux-mêmes ont fait éclater ce plafond de verre qu'il y avait, dans le sens où aucun ancien président n'avait fait l'objet de poursuites judiciaires. Donald Trump, lui, n'a pas poursuivi Hillary Clinton ou d'anciens candidats. Donald Trump, lui, a fait l'objet de persécutions politiques de la part du ministre de la Justice sous Joe Biden. Donc désormais, ça crée un précédent et que potentiellement Joe Biden il pourrait également être traduit devant la justice. Donc il y a ce côté, effectivement, on peut avoir un peu la monnaie de sa pièce par rapport à ça. Ensuite, on est dans une phase où le pardon couvre effectivement à partir du 1er janvier 2014. Hunter Biden commence à avoir ses activités chez Burisma dans l'année, donc c'est un timing assez évident et assez flagrant dans la manière dont c'est mis en place. Et je le redis, il n'a apporté absolument aucune expertise ou aucune expérience à cette activité. Il était payé grassement, ça se chiffrait en millions de dollars par an. Derrière, on a également, à partir du moment où Hunter Biden a fait l'objet d'une enquête par un procureur, j'ai oublié le nom, Victor Shokin. Joe Biden lui-même a fait pression sur l'Ukraine de manière à ce que ces pressions soient arrêtées, jusqu'à en arrêter une aide humanitaire et militaire qui devait être apportée au profit de l'Ukraine. Ça se chiffrait en milliards. Et il a dit, tant que vous allez porter atteinte aux intérêts de ma famille et à mon fils, cette aide sera conditionnée par l'arrêt de ces poursuites. Donc il y a un vrai schéma d'obstruction et de corruption généralisée, mais qui, encore une fois, s'inscrit dans tout ce mensonge qui est proféré par les démocrates et en particulier par le clan Biden. Ouais. Est-ce que Donald Trump aura encore des outils à sa disposition pour pouvoir justement faire la lumière sur cette affaire, ou est-ce que désormais c'est mission impossible et Joe Biden et Hunter Biden resteront impunis pour les potentiels crimes dont ils se sont rendus coupables? Alors effectivement, cette grâce présidentielle, elle est absolue, elle est discrétionnaire et elle est constitutionnelle. On pourra revenir un petit peu sur pourquoi elle existait, ces grâces présidentielles. C'était à l'époque, c'était souvent pour ouvrir à la réconciliation. Ça s'inscrivait dans un contexte post-guerre, même au lendemain de la guerre civile. Il y avait des insurrectionnistes d'un côté ou de l'autre et il fallait pouvoir amnistier ces gens. Et c'est aussi pour pallier parfois des erreurs judiciaires ou quand les gens faisaient des actes de repentance. Donc c'est un peu l'esprit et la lettre de la grâce présidentielle. Là, on voit qu'on outrepasse vraiment l'esprit de cette disposition constitutionnelle, qui a une véritable forme de népotisme et de corruption organisée pour servir à la fois les intérêts de son fils. Hunter Biden en bénéficie uniquement parce qu'il porte le nom Biden, et accessoirement Joe Biden par la même occasion. Donc ce que ça dit, c'est que ça a été creusé, mais effectivement il n'y aura pas possibilité d'inverser cette grâce présidentielle. Après, encore une fois, elle est limitée dans le temps. Et encore une fois, je l'avais dit peut-être tout à l'heure, mais la grâce présidentielle de Nixon, elle a duré 5 ans. Alors que là, on est sur 11. Voilà, peut-être que si jamais il y a d'autres affaires qui précédaient ou qui suivaient, Hunter Biden, il a à passer. Si un chien qui a mordu, il mordra encore. Peut-être que là, il va être, on n'est pas à l'abri à ce qu'il recommette des fautes et des erreurs et des crimes. Est-ce que Kiev, de son côté, pourrait réagir en pointant du doigt justement ces ingérences? On parle souvent d'ingérences américaines dans le monde. Là, on en aurait un exemple très concret. Est-ce que l'Ukraine aurait moyen de se saisir de cette affaire? Alors effectivement, les poursuites et cette grâce, elle s'applique en ce qui concerne la justice américaine. Derrière, on sait évidemment que
l'extraterritorialité du droit américain et aussi pas mal de pression sur des États, pas vassaux mais étrangers. Mais ça n'empêcherait pas que Hunter Biden ait à répondre de ses crimes et de ses actes auprès de justice étrangère. Donald Trump a affirmé, après, vous l'avez dit, avoir subi une certaine persécution, y compris judiciaire. Il a affirmé vouloir traquer donc, et se venger de ses ennemis de l'intérieur une fois au pouvoir. On l'a dit, ses ennemis de l'intérieur, comme il les appelle, est-ce que ça désigne pas l'État profond américain sans le nommer Nicolas Conquer. Plutôt que sans le nommer, on va surtout le décrire. L'État profond, c'est cet État qui est non élu et qui persiste au gré des administrations. C'est un État qui est un peu technocrate ou bureaucrate, qui sévit qui n'ont pas de mandat, mais qui se maintiennent et qui peuvent entraver aussi la bonne conduite d'un pays. On parle notamment des agences gouvernementales, du pouvoir fédéral américain, qui est contraire un peu à l'esprit de cet État dans lequel on veut un État qui soit limité à sa portion congrue, mais qui de là a pris un peu des compétences qui allaient vraiment au-delà de ce pourquoi il était conçu, et qui vient empiéter sur les libertés individuelles des gens, sur l'expression, sur le droit à porter des armes, sur une taxation débordante, et donc ça contribue à créer un petit peu cette tension au sein de la société américaine. Et effectivement, on l'a vu, il y a déjà, et ça fait un peu peut-être l'écho avant de rentrer sur les ennemis de l'intérieur, sur la volonté d'Elon Musk et de son acolyte Vivek Ramaswamy d'aller un peu tailler un peu à la hache dans ces agences gouvernementales qui sont considérables et qui coûtent un pognon monstre, pour le dire simplement. On parle de 2000 milliards d'économies annuelles qui seraient réalisées. Et donc, je pense qu'effectivement, dans tout cet état bureaucratique, ces 2 millions de fonctionnaires qui sont associés directement à l'état central washingtonien et ces 14 millions de contracteurs qui sont en fait des contractuels, tout simplement, qui effectivement ont un rôle et qui viennent créer de l'inertie et on va avoir vraiment un pouvoir de nuisance vis-à-vis de l'opposition, dont Donald Trump et les républicains en particulier, et de nombreux conservateurs, même dans des voix dans les médias ou des influenceurs, ont fait l'objet, qui ont été persécutés, ciblés à travers différentes dispositions et via ces agences dites du Deep State et de l'État profond. Les Américains sont déjà choqués de voir évidemment un président qui gracie son propre fils. Au-delà de ça, on a le profil du fils qui pose problème. Une fois de plus, les démocrates s'affichent comme les défenseurs justement d'un jeune homme qui a eu des soucis d'alcool, qui a fait l'objet de scandales sexuels, qui était donc sous drogue lorsqu'il acquiert des armes, qui se rend coupable de fraude fiscale. Ça vient valider aussi la position de Donald Trump qui se présente comme le président qui veut rendre l'américaine saine à nouveau, au-delà de grande. Ça dit surtout que les démocrates qui cherchent à un peu attaquer les républicains, et d'ailleurs on voit la même chose en France, mais le parallèle vous allez voir, les démocrates qui viennent un peu attaquer les républicains sur leurs propres valeurs morales, sont ceux qui sont les premiers un peu atteints par ses propres travers. La morale, elle tient pas quand en fait le fils de Joe Biden, c'est un toxicomane, bon certes, qui est sorti de son addiction, mais qui a différentes choses qui sont accablantes. Et c'est un adulte, c'est pas un enfant de 13 ans, vous voyez, il est pas son premier fait d'armes. Il y a des enfants qui sont pas reconnus, des pensions alimentaires pas versées, et de manière indépendamment des affaires de mœurs, moi, le véritable scandale d'État, c'est surtout l'ordinateur de Hunter Biden, qui a été une affaire qui a été un véritable scandale, qui a été étouffé par une censure d'État, mais aussi une collusion par les entreprises de la Big Tech. Je m'explique, en 2020, on en a déjà parlé ici, mais donc l'ordinateur de Hunter Biden est apporté à un réparateur. Le réparateur devine que c'est Hunter Biden, il voit du contenu, il tombe un peu de l'armoire. Et ça, c'est couvert par une censure d'État en disant que c'est de l'ingérence étrangère. On a 51 experts de sécurité qui vous disent que c'est de la fausse information, c'est de la désinformation. Et en fait, ça a clairement eu un impact direct sur l'issue de l'élection de 2020. Vous avez 4 Américains sur 10 qui auraient revu leur vote s'ils avaient été au courant de cette affaire qui a été étouffée, et à dessein par Facebook notamment, qui d'ailleurs par la suite Mark Zuckerberg, le patron de Meta Facebook, fait un peu amendement en disant on n'aurait peut-être pas dû le faire. Oui, non, en fait c'est un véritable scandale, donc ça montre encore une fois cette collusion et voilà, parce que c'était un Hunter Biden et parce qu'il y avait le nom Biden, il fallait les couvrir à tout prix. Donc ça montre encore une fois cette culte du mensonge et ses atteintes graves. Donc en soi, sur le côté de la santé, je suis pas sûr que ça soit réellement l'élément clé. C'est encore une fois, c'est le 2 poids 2 mesures. Et voilà, peut-être juste pour faire une parenthèse actuelle, vous savez, on vous dit il y a l'administration Donald Trump qui est en train de se mettre en place, et donc on a un nouvel ambassadeur qui va arriver en France qui s'appelle Chris Kushner, qui est le père
du beau-fils de Donald Trump, si vous avez suivi, donc c'est le père de Jared Kushner, qui lui-même a été condamné pour évasion fiscale il y a 25 ans de cela, qui a servi une peine de prison fédérale, et 10 ans plus tard, lorsque Donald Trump arrive aux affaires, il le gracie. Mais en fait, c'est juste qu'il enlève son casier judiciaire, d'une certaine manière. Oui. C'est quelqu'un qui avait retrouvé ses droits, mais il enlève ces mentions-là. Ce qui montre encore une fois que c'est une fausse équivalence. On voudrait vous dire aujourd'hui, mais d'accord, Hunter Biden, mais qu'est-ce que vous pensez de votre nouvel ambassadeur ? Enfin, moi, je pense juste qu'il n'y a absolument rien à comparer. Donc, oui, l'ardoise avait été effacée, mais le prix déjà payé, oui. En quelque sorte. Quand vous nous dites justement que cet Hunter Biden, c'est pas un enfant de 13 ans, etc., ça répond en partie à une interrogation qu'on peut chacun avoir. Si demain on était à la place de Joe Biden, alors ce n'est pas le cas, mais si demain on l'était, et qu'on avait l'un de nos enfants justement qui faisait face à la justice, est-ce que d'un point de vue moral, ça ne serait pas un devoir en tant que parent de venir en aide à son enfant, justement, Nicolas ? C'est une véritable question philosophique. Et j'encourage tout le monde à se la poser, qui est de se dire mais quel est notre rôle en tant que parent ? Est-ce que c'est de couvrir vos enfants ? Là, encore une fois, on n'est pas en train de parler d'un enfant, d'un ado, on est en train de parler de quelqu'un de 56 ans qui est responsable, qui certes a eu sa trajectoire de vie, qui a une vie blessée, il a perdu sa mère dans un accident de voiture. On va pas chercher des circonstances atténuantes. Moi, chez le Parti républicain, on est pour la responsabilité individuelle. Et ce que ça dit, c'est que on doit répondre de ses actes devant la justice et qu'on peut pas chercher des circonstances atténuantes. Il y avait cet argument naturel qui dit que le lien de sang doit primer sur la justice, je pense pas que c'est rendre service. Pour moi, ma logique dans l'éducation, et je le dirai les yeux dans les yeux à mes enfants, c'est que je cherche à vous rendre plus vertueux et pas à vous exonérer de chacun de vos actes. On peut faire cette parenthèse historique qui nous ramène un peu à notre histoire de France sur le crime de régicide, lorsque Louis l'Égalité vote la mort de son cousin Louis XVI, ça lui avait été reproché. C'est la limite de la comparaison qu'on peut faire avec Joe Biden qui prend la défense de son fils, là, parce que, encore une fois, j'aurais eu aucun souci à ce que Joe Biden le fasse sur les actes qui sont l'évasion fiscale. Pour moi, ça ne justifiait pas un crime et une peine d'emprisonnement. Mais de vouloir masquer systématiquement, alors qu'au préalable, il a affiché qu'il ne le ferait pas, ça manque un problème de constance, de cohérence, de sincérité. Et donc, est-ce que oui ou non, on le ferait ? Je pense que la réponse courte, c'est ça dépend, évidemment. Mais on ne peut pas juste dire que l'intérêt de sang doit primer sur absolument tous les crimes qui sont commis. Et je pense que voilà, on s'accordera, on peut fixer la ligne rouge à différents niveaux, mais les liens de parenté ou de filiation ne doivent pas primer absolument sur la loi. L'affaire de l'ordinateur d'Hunter Biden, vous l'avez dit, aurait pu avoir des répercussions politiques très importantes. On comprend donc qu'il y a un véritable outil derrière toutes ces affaires juridiques. Est-ce qu'on peut comprendre Joe Biden quand il dit justement que ce sont des décisions plutôt politiques ? On a des analystes de CNN, par exemple, qui affirment que les accusations contre Hunter étaient inhabituelles. Et il faut le souligner malgré tout, le procureur qui supervisait cette affaire avait été nommé par Donald Trump lui-même lorsqu'il était à la tête des États-Unis. Voilà, elles sont inhabituelles, c'est des circonstances inhabituelles aussi. Vous savez, là, vous avez dit que, voilà, il a eu des problèmes de drogue, il a eu toutes sortes d'addictions. Je pense que le simple fait qu'il y ait cette grâce, ça donne raison un peu à toutes ces accusations qui ont été menées. Ce qu'il faut savoir, hein, juste pour mettre en parallèle, c'est qu'en parallèle, il y a les fils Trump qui, eux, ont répondu à de nombreuses convocations par le Sénat pour se faire auditionner sur différentes questions. Donc là, encore une fois, cette côté, je vous donne la carte pour sortir de prison, sans repasser par la case départ. Enfin, ça laisse subodorer vraiment cette culpabilité un peu avérée et sur lesquelles on efface l'ardoise de manière encore systématique et sur tout un passé plus que trouble. Donc effectivement, ils n'auront pas à répondre de leurs actes, mais ça continue à créer un climat de défiance. Quand vous disiez que ça allait ouvrir, en début d'interview, que ça allait ouvrir la porte à Donald Trump pour justement utiliser lui aussi cette grâce selon sa volonté, est-ce que vous pensez que ce serait un choix judicieux ? Est-ce qu'au contraire, Donald Trump n'a pas intérêt à prouver que lui n'est pas comme Joe Biden et que cette grâce présidentielle, il en fait bon usage ? Alors attention, parce que je pense qu'il ne faut pas chercher à être un peu, pas plus royaliste que le roi, mais voilà, se fixer des standards que nos adversaires ne se mettent pas. Et je pense que c'est vraiment notre travers qu'on a dans notre camp, de vouloir faire un peu de la politique en gant blanc. Encore une fois, je ne suis pas dans la tête de Donald Trump. Je pense que
il a le droit de le faire et il pourrait tout à fait considérer qu'il y a des prisonniers politiques, par exemple du 6 janvier et autres, ou que sais-je, qui doivent faire l'objet d'une grâce présidentielle, et là il en jugera en âme et conscience. Effectivement, il ne faut pas tomber dans les mêmes travers, mais je pense aussi qu'il y a des précédents graves qui ont été faits. À partir du moment où les démocrates ont poursuivi un ancien président, ça crée ça crève un plafond de verre et qui peut forcément, la machine, la boîte de Pandore est ouverte d'une certaine manière. Donc je pense que lui, de manière responsable, ne va pas en abuser, mais d'une certaine manière, on ne peut pas lui opposer le fait de le faire alors que Joe Biden le fera pour son propre fils. Ouais. On a l'habitude en France de voir une presse assez engagée et assez orientée, généralement traiter ce genre d'affaires. On le voit par exemple avec Marine Le Pen en ce moment, qui est sous le coup d'accusation aussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la presse s'est saisie de l'affaire aux États-Unis ? Est-ce qu'elle a été assez objective ? Voilà, comment les Américains ont eu accès à cette information ? Non, effectivement, ça a paru un peu comme un... Ça n'a pas été fait en catimini et je pense que ça laisse... Moi, je le dis, hein, rien de moins que je pense que ça va leur coûter les prochaines élections de mi-mandat parce que tout le monde a en tête le fait que Joe Biden, ils connaissent bien son histoire personnelle, mais de se dire qu'il n'avait pas l'intention de le gracier. Donc, c'est encore une fois cette parole un peu trahie, pas tenue, qui fait que ça crée même des mouvements de tension. Donc je pense que c'est des observateurs un peu démocrates sur un plateau et qui cherchent un peu à se racheter une bonne conscience à bas frais. En soi, c'est assez facile, mais il y a une fausse indignation qui est en train de s'opérer sur le sujet. Mais je pense que l'opinion va clairement garder des traces assez fortes de ça. La cote de popularité de Joe Biden va faire que continuer à diminuer. Bon, certes, sa carrière politique est manifestement terminée, mais l'impact que sera sur les démocrates sera, à mon avis, retentissant. Et je pense que potentiellement, il ne va pas s'arrêter si bien lancé. Il lui reste encore une quarantaine de jours. Est-ce qu'il ne va pas gracier d'autres personnes dans son administration, d'autres personnes dans sa famille, son propre frère, qui trempent un peu dans les mêmes affaires, qui pourraient également ruisseler sur lui à terme. Donc, encore une fois, soit on revient sur l'argument de dire voilà, il a le pouvoir de le faire, il doit protéger ses enfants, moi je pense, et sa famille, je pense qu'il se protège aussi par la même occasion. Donc je pense que on est un peu au début de ce feuilleton et que en général les grâces présidentielles elles interviennent vraiment le jour où on sort de l'administration. Donc le 20 janvier jusqu'au dernier moment, c'est là où, et c'est un peu noyé. Là, le fait que c'est soit sorti 50 jours au préalable, ça laisse à penser qu'il y avait des révélations qui allaient avoir lieu ou quelque chose de grave. Est-ce que vous pensez que cette affaire-là, ça pourrait alimenter une forme de défiance plus générale du peuple américain envers les élites ? C'est quelque chose qu'on peut constater, cette fracture entre le peuple et les administrations politiques ? Tout simplement parce que Joe Biden le disait, personne n'est au-dessus de la loi. Enfin là, je pense qu'on peut rebarrer son tweet en disant Hunter Biden est au-dessus de la loi. Donc il y a ce côté où effectivement on a le sentiment qu'il y a une justice à deux vitesses, il y a un deux poids deux mesures criant et ça appelle forcément à un sentiment ça donne raison en fait à la victoire de Donald Trump et à ce qu'il purge, dans le bon sens du terme, mais qui fasse le ménage dans les écuries d'Ogias que sont le ministère de la Justice et dans ces agences gouvernementales qui viennent avoir un peu ces traitements de faveur et de népotisme vis-à-vis de certaines élites. Donc je pense que la réaction qu'on a, d'ailleurs une victoire retentissante de Donald Trump et son administration, c'est-à-dire son gouvernement avec des personnes qui sont vraiment des outsiders et des gens qui sont vraiment animés par une vraie volonté de faire du changement et de réforme, c'est qu'une réaction nécessaire. Donc plus on a posé de pression, de censure, de corruption via les démocrates et Biden, plus vous avez Donald Trump qui arrive avec son administration qui va un peu secouer un peu le statu quo et renverser la table. Justement, on peut noter chez les démocrates ce qu'on note aussi ici en France avec les partis de gauche ou du centre, mais une certaine impunité, un sentiment de bonne morale justement qui peut tout justifier. Est-ce qu'on a la même chose chez les démocrates aux États-Unis et est-ce que Donald Trump va réussir à faire suffisamment de ménage pour pouvoir justement renverser la balance ? Effectivement, ils vont justifier tout ça. On l'a vu, il y a certes la question philosophique qui est pas absolue et qui peut dépendre de chacun, mais globalement, ils sont convaincus, animés par le fait d'agir par des raisons qu'ils jugent bonnes, mais qu'ils sont plutôt perverses et condamnables. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de tourner la page de la campagne et d'arriver à faire l'unification du pays. Donald Trump, c'est désormais, où ça va être le président de l'ensemble des Américains. Il se doit d'arriver à unifier un pays, de penser un petit peu ces fractures qui existent. Et d'arriver à rejeter un petit peu tous ces courants qui divisent le virus mental du wokisme qui vise à fracturer un peu cette société. Et donc de penser tout ça, et effectivement, comme vous aviez dit, peut-être donner des signes et des gages de bonne foi
de pas aller dans des grâces présidentielles ou au contraire des persécutions politiques à non plus finir. Je pense que d'une certaine manière, quand les Républicains ont repris le contrôle à la Chambre des représentants en 2022, c'est à ce moment-là qu'ont commencé un petit peu les auditions de Hunter Biden et donc des premières révélations. Mais ils ne l'ont pas fait, ça n'a pas été un feuilleton sans cesse. Enfin, il n'y a pas eu une certaine forme de cabale. Oui. Il a eu à répondre de ses actes et pour moi des choses sur lesquelles il a vraiment bénéficié d'un traitement de faveur de la part des procureurs. Ils ont cherché à noyer l'affaire d'évasion fiscale dans la détention illégale d'armes à feu. Je pense que c'est effectivement ce côté qui nécessite de faire preuve de clémence et de sortir par le haut par rapport à ça. Et je pense que l'opinion se fait clairement son opinion de son idée de ce traitement assez complaisant et encore une fois assez avantageux quand on est dans le camp du bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Américains ont voté pour Donald Trump ou au contraire, est-ce qu'ils votent contre Biden et tout ce qu'il représente et tout ce système démocrate qui, on le voit a priori, est quand même bien loin de la bonne morale affichée? L'élection présidentielle, c'est souvent un référendum et en général contre le président sortant. Là, il s'avère qu'on est dans une situation inédite où le président sortant, lui, ne se représentait pas. Donc, c'était sa vice-présidente, mais qui était co-responsable de son bilan. Kamala Harris, on l'a déjà oublié, mais c'était elle qui était la candidate. Maintenant, les démocrates ont justement cherché à faire en sorte que ça puisse être un référendum sur Donald Trump, alors qu'ils avaient déjà plus de 5 ans qu'il avait quitté la Maison-Blanche. Moi, je pense au contraire qu'il y a un véritable vote d'adhésion et massive. Donald Trump, il a élargi son socle, il a progressé. Il n'y a pas un seul comté dans lequel les démocrates ont progressé par rapport à 2020. Pour ainsi dire, Donald Trump a progressé partout, ce qui montre vraiment une véritable adhésion des franges massives de la population, notamment dans l'électorat latino-hispanique, qui se sont mobilisés de manière majoritaire en fonction de Donald Trump. Donc, il y a une véritable adhésion, une augmentation de cette coalition qui doit aussi nous inspirer dans ce qu'on va regarder dans la manière de faire de campagne et de mobiliser un électorat en France. Donc, à l'heure actuelle, et je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus, mais je suis en train de produire un essai politique pour décrypter un petit peu les ressorts du Trumpisme, la manière de faire campagne, les thématiques portées, et de voir aussi que ça fait un peu écho aux préoccupations des électeurs en France. Je l'ai vu quand j'étais en campagne dans la Manche à Cherbourg, et c'est les mêmes préoccupations que j'ai entendues dans les plaines du Midwest dont je suis originaire. Donc, malgré le fait qu'on soit parfois incompris, on a quand même beaucoup de thématiques communes et qui peut montrer aussi que ces ressorts peuvent être déclinables dans une certaine mesure. Donc ça montre effectivement qu'il y a un véritable vote d'adhésion, quand bien même ça ne soit pas autour de la personnalité de Donald Trump, on ne vous demande pas de l'aimer, c'est surtout d'adhérer en fait au programme et aux politiques qu'il a menées, aussi à cette volonté de réincarner un nouveau rêve américain. Et je pense qu'en France, on a besoin de la personne qui nous fera rêver et incarner un nouveau rêve français. On verra aux prochaines élections ce qu'il en est. On parle un peu de Kamala Harris, puisque vous l'avez mentionné. Est-ce qu'elle s'est prononcée sur cette affaire Hunter Biden? Est-ce qu'elle va donc s'éloigner de son père Joe Biden, ou bien est-ce qu'elle va choisir de le soutenir pour essayer de donner l'illusion d'une unité démocrate? Non, je vous cache pas, j'ai pas eu de réaction et c'est vrai qu'elle est un peu aux abonnés absents là depuis sa défaite. Elle a fait une apparition quelques jours avant Thanksgiving qui était assez déplorable d'ailleurs, ça a duré 27 secondes. Elle est très, très contrie, enfin vraiment l'image fait vraiment peine à voir, plutôt que d'être dans la réconciliation et de faire une petite pensée sur Thanksgiving qui est une fête un peu où on surmonte un peu les difficultés. Elle est là encore à vouloir essayer d'appeler une lutte, mais de fait elle s'est pas prononcée dessus, là elle est volontairement en retrait. Il n'est pas question qu'elle vienne à Notre-Dame ou que sais-je, il n'y a pas de... on sent qu'elle-même, quand bien même certains lui prêtent une destinée et des ambitions politiques pour 2028, pour les prochaines élections, moi je pense que ce serait le meilleur service à rendre aux Républicains parce que de loin c'était la pire candidate qu'on ait jamais vue. Donc je pense qu'il est nécessaire pour les démocrates de faire cet examen de conscience plutôt que de dire elle a juste perdu parce que les Américains sont racistes, misogynes et tout ce que vous voulez, quoi. Ils sont incapables de vraiment factuellement analyser un peu leur défaillance. Et c'est le moment en général après les campagnes un peu de faire un petit peu une analyse après action, de regarder un peu ce qui a été fait, ce qui est à corriger et de présenter une nouvelle ligne pour leur parti démocrate et justement même eux rejeter toutes ces idéologies woke qui les a conduits à cette défaite cuisante. Il reste environ un mois de présidence pour Joe Biden. Est-ce qu'il y a encore des étapes importantes de la vie politique américaine auxquelles il va pouvoir prendre part? Ou est-ce que c'est simplement là une lente fin, comme vous l'avez dit, il va peut-être encore profiter de ces quelques avantages, mais tout est déjà fini?
Là, on est dans la phase de transition. Jusqu'au 20 janvier, il reste une cinquantaine de jours. Il y a une aide importante à l'Ukraine qui vient d'être allouée en plusieurs centaines de millions de dollars. Il n'y a pas de jalons majeurs ou de traités qui vont être signés. Je veux dire, là, il y a le nouveau congrès qui rentre en pouvoir le 2 janvier prochain. Mais indépendamment de ça, on l'a quand même vu, alors que Biden a perdu aux élections, il y a quand même une escalade un peu du monde et de la tension nucléaire qui est en train de se faire, avec des aides auprès de l'Ukraine et donc ça montre que il y a quand même une instabilité qui est en train d'être cultivée et qui menace un peu plus que la paix dans le monde, mais qui peut dégénérer potentiellement soit en Troisième Guerre mondiale. Mais j'ai le sentiment quand même que sur d'autres dossiers, Donald Trump aussi arrive à sévir et à déjà avoir déjà des résultats, notamment sur la gestion du conflit au Proche-Orient. Donc il y a quand même cette forte volonté et tout le monde aspire, et le 20 janvier ne peut pas arriver assez vite. Oui, parce qu'on l'a beaucoup entendu, beaucoup craignent que justement Joe Biden s'aborde un peu le navire avant l'arrivée de Donald Trump et qu'il puisse lui mettre des bâtons dans les roues avant de quitter le navire. C'est que Donald Trump en a fait une véritable priorité de la résolution de ces conflits, d'y mettre fin dès le premier jour de son mandat. Et je pense qu'au contraire, le fait de donner des signes contrastants par Biden à la fin de son administration, on ne comprend pas du tout quelle est la stratégie qu'il souhaite déployer dans ces conflits, peut contribuer à une certaine forme d'instabilité, parce que les Russes cherchent à tirer parti davantage de cette situation pour être en situation de force pour négocier des accords une fois que Donald Trump sera au pouvoir. Donc effectivement, on peut craindre qu'il y ait un embrasement durant ces dernières semaines, mais voilà, encore une fois, Donald Trump sera de retour bien assez tôt. Et on aspire à ce qu'il y ait un mandat qui soit plus apaisé que ce dernier mandat avec les démocrates et Biden. Il nous reste 30 secondes, si vous le voulez, Nicolas Conquer, pour nous représenter rapidement le livre que vous avez évoqué, sur lequel vous travaillez en ce moment. Absolument, je vous remercie pour cette occasion. Donc, l'idée, c'est de me dire, en tant que binational, double culture franco-américaine, et également à travers un regard politique, d'avoir une expérience en tant que porte-parole et expert de la société américaine, mais également d'avoir été candidat en France, d'exprimer un peu des thématiques communes et de voir en quoi les dynamiques qui ont permis de faire émerger un mouvement autour de Trump et la personnalité de Donald Trump peuvent être réplicables dans une certaine mesure. Et surtout, et c'est pas anodin, la visite de Donald Trump pour l'inauguration de Notre-Dame est également liée à une résurgence d'un fait religieux, et notamment le vote catholique, et différents auteurs qui ont contribué à la doctrine qui s'est faite autour des cercles qui alimentent un peu la réflexion et les proches de Donald Trump, notamment au travers d'excellents auteurs comme Rod Dreher, et qui peuvent aussi, pour à mon avis, inspirer aussi notre droite française et permettre un rapprochement entre nos deux pays. Donc c'est clairement ça que je vais chercher à montrer jusqu'où est-ce que ce phénomène d'un Trump français est réplicable. Écoutez, vous reviendrez à notre antenne pour en parler, à n'en pas douter. Merci beaucoup Nicolas Conquer pour toute cette analyse. Merci pour votre travail. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Republican Overseas. Vous représentez donc le parti de Donald Trump en France. À très bientôt.